Je vais vous parler maintenant d'un autre fantôme et d'un autre poids de la violence de l'histoire du XXe siècle. Tous les films que je vous montre ne sont que des exemples et il y en a évidemment d'autres. Je les ai choisis parce qu'il me semble qu'ils s'intéressent à des questions qui sont liées à la manière de filmer des images qui n'existent pas ou qui manquent. Dans le film de Ritipan, qui s'appelle L'image manquante, son titre indique vraiment le fait qu'il manque des images. Donc il y a un génocide qui a été commis par les Khmers rouges au Cambodge contre son propre peuple. Le Ritipan a perdu toute sa famille au sens élargi du terme. Son dernier film s'appelle L'image manquante et dans ce film, il va nous raconter en fait l'histoire de sa famille et sa propre histoire, non pas à travers cette fois une animation, mais à travers des personnages fabriqués en terre, voilà. Et donc il va recréer toute l'histoire de sa famille et le texte par contre est écrit par Christophe Bataille parce qu'il a dit lui-même qu'il avait été incapable de raconter sa propre histoire. Donc il s'agit ici encore une fois d'un documentaire, voilà, qui nous montre qui allie quelques images d'archives et surtout des images qu'il a lui-même recréées et qui sont, au fond, c'est assez étonnant, des images fixes. Elles pourraient être animées en faisant de la photographie, en donnant l'illusion ensuite au montage du mouvement. Là, vraiment, il y a un parti pris d'être dans l'irréel et de souligner le manque d'images tout en soulignant l'aspect fantomatique de ces images qui n'existent pas. Vous pouvez trouver ce film sur le site d'Arte, que vous pouvez louer en VOD, que vous pouvez acheter et vous pouvez acheter le DVD lui-même sur d'autres supports que sur celui d'Arte. C'est aussi un film extraordinaire. Le livre est aussi extrêmement intéressant et c'est plutôt le texte, moi, qui m'interroge et qui m'intéresse. Et que je vais vous lire. Quand on découvre une image sur un écran qui n'est pas un tableau, un linceul, alors elle ne manque pas. Phnom Penh a été encerclée par les Khmers rouges qui venaient mettre fin à l'injustice et à l'exploitation. Ils sont entrés dans la capitale le 17 avril 1975. Il n'y a pas eu de cri de joie, mais une attente silencieuse. J'y étais. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants comme si nous n'avions pas été là. On leur avait donné un ordre, ne jamais toucher l'ennemi de la main. L'ennemi, c'est moi, j'ai 13 ans. La banque centrale est dynamitée avec ses billets. Il n'y a pas de retour possible. La ville est impure. La ville est corrompue. Elle est vidée en quelques heures. Vive le très glorieux 17 avril, jour de joie débordante. 2 millions de personnes sont jetées sur les routes et abandonnent leurs maisons, leurs proches, leurs souvenirs, en fait, l'ancien monde. La révolution est si pure qu'elle ne veut pas d'être. Maintenant, Phnom Penh peut être filmée, comme dans la célèbre prophétie khmer de Phut Thomney. Les maisons seront sans habitants, les rues sans passants, les escaliers, personne ne les montera. Des rivières de sang couleront. Très vite, nous avons été séparés. Nous avons roulé vers la campagne en pleine saison sèche. Nous avions faim et soif. Nous sommes passés de main en main comme des bêtes dans des wagons à bestiaux, puis en charrette. La déportation de Phnom Penh est une image manquante. Je vous montre ce que ça donne en image la suite. Et vous allez voir que c'est ce qu'on entend. Le texte, c'est ce qu'on entend en voix off.
Tout de suite, les Khmers rouges ont compté, puis séparé les femmes, les hommes, les adultes, les enfants. Interdit tout souvenir, tout effet personnel. Soudain, il n'y a plus d'individus, mais des numéros. On coupe nos cheveux, on confisque montres, lunettes, jouets, livres. On teint nos vêtements en noir. On change nos prénoms. Nous sommes le nouveau peuple. Les bourgeois, les intellectuels, les capitalistes, à rééduquer, à détruire. Donc vous voyez comment la voix off fonctionne, comment les images filment vraiment, là littéralement, le fantôme et racontent le traumatisme du seul survivant d'une famille au sens vraiment élargi du terme, et comment il réussit à faire malgré tout une œuvre d'art avec ce traumatisme, et à essayer de travailler sur cette question du traumatisme fantôme, puisqu'il n'y a pas d'image, pas de mémoire, et aussi, je pense que ça interroge vraiment la violence de cette mémoire traumatique, la violence du monde d'aujourd'hui, à travers le négationnisme finalement qu'il y a autour de ces génocides.